Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président du parti Horizon. Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le trafic de stupéfiants, l'ultraviolence, vous connaissez malheureusement à Nice comme ailleurs, ça existe. Il y a aujourd'hui une mexicanisation de la France. C'est ce que dit Bruno Retailleau. La France est en voie de mexicanisation. C'est fort comme propos. Vous en pensez quoi? Mexicanisation, on va jusque-là? Je dis depuis maintenant 2-3 ans Oui. que le narcotrafic est la première cause du taux de l'insécurité dans notre pays. C'est de plus en plus violent. C'est un des marchés de plus en plus juteux auquel nous devons déclarer une guerre totale. J'ai même demandé il y a plusieurs mois à ce qu'on en fasse une grande cause nationale. Donc je me réjouis que Bruno Retailleau utilise des termes qui correspondent à la vision que j'en ai. Vous savez qu'il y a autant de points de deal en France qu'il y a de lycées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de quartiers où des enfants ne peuvent plus jouer, des jeunes ne peuvent plus étudier, et qui sont des territoires perdus de la République. Ça, c'est le constat. Maintenant, il va falloir lutter, et bien lutter contre ce trafic, même si la police le fait au quotidien, la justice. Mais pour bien lutter, je ne sais pas si vous avez vu le rapport, vous l'avez lu évidemment, le rapport des deux sénateurs, alors, Blanc et Durin. Non seulement j'ai lu ce rapport qui est très intéressant. Qui est très intéressant, mais en tant que vice-président d'Horizon, où nous avons près de 600 maires qui ont planché autour de moi, dans notre famille politique, avec Édouard Philippe, nous avons tiré de ce rapport plus apporté des propositions complémentaires il y a plusieurs mois de cela. Tout d'abord, cette notion du parquet national anti-stup, comme il y a au trafic, c'est du narcoterrorisme aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que je propose que chaque fois que la police réussit à démanteler un point de deal, on y envoie aussi la force sentinelle, les militaires, pour veiller à ce que les narcotrafiquants ne se réapproprient pas, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes favorable à l'intervention de l'armée dans les quartiers? Mais naturellement, je mène une politique dans ma propre ville. Où, et d'ailleurs, je souhaiterais, à l'image de ce que je fais avec mon premier adjoint qui est en charge et de la sécurité et de la justice et du logement et de la politique de la ville, que le ministre de l'Intérieur puisse se voir doté de la politique du logement. Pourquoi ? Parce que ce que nous faisons, c'est que partout où nous avons des points de deal qui s'incrustent dans des logements des années 70 mal conçus, car c'est là qu'ils logent dans des placards à la fois de l'héroïne, de la cocaïne ou de la résine de cannabis, eh bien nous puissions raser les immeubles. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Que nous puissions passer, et c'est ce que je fais avec le procureur de la République avec beaucoup d'efficacité, où nous avons signé un GLTD, un groupement local de traitement de la délinquance, expulser chaque fois qu'il y a un dealer dans une famille, dans un logement HLM, que la famille soit expulsée. Donc, chaque fois qu'il y a un dealer dans une famille qui loge dans un HLM, dans une HLM, on expulse. Oui, parce que nous considérons qu'il y a complicité de la famille, donc on expulse. On en est déjà à 150 expulsions, et nous en avons 150 qui sont en cours de traitement. Nous sommes en train de discuter avec le procureur de la République d'une convention entre la ville, la caisse d'allocation familiale et le parquet pour supprimer les allocations familiales à ceux dans des familles desquelles il y a aussi des dealers. Donc pour empêcher que le point de deal ne se reconstitue, on envoie l'armée. Sentinelle, par exemple, l'armée qui contrôlerait ces points-là. Si j'ai bien compris. La police judiciaire, le parquet, fait son travail. La police municipale qui chez nous est associée par convention. On a la première police municipale, les caméras qui appartiennent à la ville et qui permettent l'identification des dealers et qui permettent des arrestations assez conséquentes. Et naturellement, derrière, une fois qu'on a nettoyé,
ben, il faut tenir le point, parce que sans ça, il se réinstalle dès le lendemain. Oui. C'est ça le problème. Lorsque Bruno Retailleau parle à juste titre de mexicanisation, c'est-à-dire que vous avez beau faire du nettoyage, et puis ça recommence, ça recommence. Mais, Christian Estrosi, très bien, ça c'est sur le terrain, concrètement. Et puis, il y a l'argent de la drogue. Il faut frapper les trafiquants, ceux qui contrôlent tous ces trafics. Je sais pas, moi, renforcer le renseignement, lutter contre la corruption, travailler sur les ports, là où arrive la cocaïne, par exemple. Mais vous avez raison, ce sont les filières. Des filières. Chez nous, elles sont identifiées. Les filières, quelles sont-elles? Elles sont souvent de la région parisienne. Oui. Elles sont souvent de la région marseillaise. Et elles sont beaucoup aussi de l'étranger. Chez nous, le procureur de la République nous a donné des chiffres qui avaient été confirmés par Gérald Darmanin avant qu'il ne quitte ses fonctions. Près de 75%, nous étions sur des filières tunisiennes. Donc les gros caïds sont en Tunisie et on envoie des jeunes qui, naturellement, sont en situation irrégulière de moins de 16 ans, parce qu'on sait qu'à moins de 16 ans, on ne fait pas plus de 24 heures en centre de rétention administrative et on vous remet dehors. Il faut taper les guetteurs, il faut taper ces filières clandestines et il faut aussi passer des accords avec les pays pour poursuivre les chefs de filières et les caïds qui sont à l'extérieur. Donc c'est un combat de chaque instant qui ne doit pas se dérouler que sur le sol national, mais aussi tisser des partenariats sur la scène internationale. Puis enfin, je veux dire aussi qu'il faut harceler les profiteurs. Les profiteurs, c'est quand même 5 millions dans notre pays. C'est 5 millions de consommateurs, 5 millions d'usagers, 5 millions donc de responsables. Mais on ne peut pas tous les mettre en prison. On ne peut pas tous les mettre en prison, comme dit Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, qui veut mettre tout le monde en prison. Bah, écoutez, si on les oblige à des cures de désintoxication, à des travaux d'intérêt général, etc. Vous savez, nous, on les a tous en caméra, hein, tous, avec les belles et grosses voitures qui débarquent aux sorties d'autoroute, parce que les points de deal, ils sont aux sorties d'autoroute, oui, à l'est et à l'ouest. Bon, et donc, c'est pas compliqué. Il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de trafic de drogue. 5 millions. 5 millions, ça va vite, hein. Oui. Il suffit simplement d'accepter enfin que nous ayons la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle avec nos caméras que nous interdit la CNIL aujourd'hui. Cette espèce d'institution poussiéreuse qui se repose toujours sur une loi de 78 qui s'appelle Informatique et Liberté. Il faut la supprimer, la CNIL, d'ailleurs. Je vous donne une indication, tiens, aussi, à propos de caméras. Parce que seul un de vos confrères en a vraiment parlé depuis le 1er octobre 2024. Est-ce que vous savez que sur une règle européenne qui a été transposée, et je salue d'ailleurs le Premier ministre Michel Barnier qui dit qu'on transpose trop de règles européennes dans notre pays, on interdit de filmer les gardes à vue sur le traitement du trafic de drogue, par exemple. C'est-à-dire qu'on oblige à plus de rondes les policiers, plus de paperasse, plus de démarches administratives. Enfin, quelle absurdité! Où va-t-on? Simplifions tout cela, allons droit au but. Et c'est en additionnant tout cela, et je suis à peu près sûr que Bruno Retailleau, qui a déjà donné quelques indications, annoncera des mesures qui iront dans ce sens à Marseille, et je m'en réjouis. Eh bien, Bruno Retailleau sera mon invité, d'ailleurs, jeudi matin, ici même, à votre place, Christian Estrosi. Donc, je vais lui parler de tout cela, vous imaginez bien. Dites-lui qu'on est totalement en harmonie, en tout cas, sur les avancées qu'il propose. Bien. Christian Estrosi, le budget 49.3, le plus vite possible ou pas? Je pense que le spectacle qui est offert par le Parlement, où on voit ces chicayas sur des petites mesures, des petits amendements qui ne changent rien, alors que nous savons qu'il y a un grave problème de déficit public dans notre pays et de dette, que nous avons tous notre part de responsabilité à prendre naturellement, et à cet égard,
je pense que les parlementaires pourraient avoir une attitude plus responsable. Oui, mais vous ne me répondez pas. Le 49.3, le plus rapidement possible, ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la discussion? Ira-t-elle au bout, d'ailleurs, cette discussion? Le texte pourrait partir au Sénat et revenir en commission mixte paritaire. Le Premier ministre a raison de ne pas donner l'impression qu'il veut museler le Parlement. C'est un homme qui a une grande expérience, à la fois de gestion des collectivités locales, de négociation internationale, de diplomatie, et en même temps, alors que nous n'avons pas de majorité absolue, donner le sentiment qu'on laisse parler. Mais je trouve que les parlementaires eux-mêmes devrait se montrer beaucoup plus à la hauteur de ce débat. Bien. Alors, le 49.3 devra intervenir naturellement. Je dis que sur le budget d'ailleurs, et là je parle un peu au nom des collectivités locales, il y a ceux qui disent, notamment à l'Association des maires de France, on rejette tout en bloc, on veut nous donner des coups de rabot, où va-t-on trouver nos marges ? Moi, je dis, chacun doit faire preuve de responsabilité dans cette affaire. On ne peut pas dire qu'on va taper les Français, des contribuables d'un certain niveau, des entreprises. Donc pas de contribution qui remplacerait la taxe d'habitation. Mais par contre, alors, d'abord, j'ai toujours été favorable à la suppression de la taxe d'habitation. Là où la majorité de l'Association des maires de France était contre cette suppression. Donc aujourd'hui, je ne suis pas pour qu'on remette la taxe d'habitation. Je m'y oppose. Une contribution, pas à la taxe d'habitation, mais contribution payée par chaque citoyen en fonction de ses moyens pour l'usage de la ville ou de la je suis effectivement sur une réflexion où on supprime la taxe foncière, d'accord, et où il y ait un impôt payé par tous. En fonction de son niveau de revenu. Un impôt local. Un seul impôt. Supprime la taxe foncière, un seul impôt local. On a supprimé la taxe d'habitation. On supprime la taxe foncière. Un seul impôt en mesure du revenu de chacun, où chacun contribue. On est usager des investissements qui sont réalisés par la collectivité. C'est normal que chacun y contribue à due proportion de ses revenus. Même si on doit payer 1 euro symbolique, parce qu'on est un tout petit revenu et qu'on n'a pas plus de moyens que ça, je dis que chacun doit se sentir un peu un membre d'un syndicat de copropriété de la cité, du territoire. Et puis, d'un autre côté, il y a des collectivités qui dépensent trop en fonctionnement, trop en train de vie, etc. Celles-ci, il faut les raboter. Oui, il faut qu'elles soient responsables. Et puis, celles qui, au contraire, investissent pour créer de la croissance et de l'emploi, plutôt que de donner un coup de rabot uniforme sur tout le monde, il faut les encourager. On a besoin aujourd'hui de financer la transition écologique, la mobilité. Alors justement, puisque vous parlez de transition écologique et de risques consécutifs au dérèglement climatique, Christian Estrosi, est-ce que Nice pourrait être aussi en danger que Valence en Espagne? Mais la métropole que je préside a été frappée comme à Valence. C'était en 2020 la tempête Alex. 500 mm en 1 heure, où j'ai eu 2 vallées totalement dévastées. Bon, d'abord, la métropole est avec quelques petits moyens apportés par l'État, mais en moins de 12 heures, il y avait des norias d'hélicoptères, des ravitaillements et des réaménagements de voies, de réseaux, d'électricité, d'internet, de stations de traitement des eaux usées provisoires qui étaient livrées par les hélicoptères, etc., etc. Je trouve sincèrement que la manière dont les autorités ont abordé le problème en Espagne n'est pas humainement admissible. Bon, ça veut dire qu'ici, on a eu une réactivité. Je salue d'ailleurs ça veut dire aussi l'État et le gouvernement qui ont eu la réaction à nos côtés. J'ai vu les écologistes vous accusent à Nice de trop bétonner
une bétonisation de la ville avec la construction d'un nouvel aéroport. J'ai vu l'intervention de Marine Tondelier, qui était chez vous il n'y a pas si longtemps que ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Christian Estrosi, c'est ce qu'elle a dit. Oui, ça me fait sourire parce que... Pourquoi parce qu'à Nice, vous voyez, je voyais un reportage l'autre jour sur une chaîne de télévision bien connue, où on disait la ville la plus écologiste en Europe, c'est Copenhague qui plante 70 000 arbres. Oui. À Nice, on est en train d'en planter 180 000. De raser 70 hectares d'espace bétonné. Donc c'est pas de tondelier dont on a besoin à Nice, c'est de continuer à planter des arbres et c'est de continuer à raser le béton qui constitue des îlots de chaleur et qui ont imperméabilisé les sols au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, que les écologistes dénoncent. C'est quand même Tondelier et les écologistes qui dénoncent ce que nous végétalisons, ce que nous perméabilisons et ce que nous détruisons aujourd'hui. Tout cela les dérange. Nous avons aménagé 3 lignes de transport en commun. Vous savez que l'année prochaine, notre ville sera à 100% décarbonée dans tous ces transports en commun sur 2500 km de transport. 100% décarboné. C'est sûr que ça arrange pas les écologistes que nous soyons plus écologistes qu'ils ne le sont. Christian Estrosi, des militants pro-palestiniens sont entrés en force à l'intérieur de l'immeuble de la Fédération française de football. Hier, ils veulent absolument que le match France-Israël, qui aura lieu au Stade de France le 14 novembre, soit interdit. Que leur répondez-vous ? Qu'hier, le tribunal correctionnel de Nice a condamné à 1 an de prison une militante pro-palestinienne qui a organisé devant ma mairie, parce que j'y ai planté le drapeau israélien, de même que je continue à faire défiler le portrait de tous les otages qui, morts ou vifs, n'ont pas été restitués à leur famille, et que je ne l'enlèverai pas tant qu'ils n'auront pas été restitués à leur famille. Il y a eu un pogrom le 7 octobre 2023. Nous voyons cet antisémitisme poussé par ces gens-là qui ont envahi la Fédération française et qui sont des antisionistes qui essaient de camoufler leur antisémitisme sous cette forme. Ils doivent être naturellement neutralisés, condamnés. Israël est la bienvenue dans ce match face à la France. Ça doit être un honneur pour nous de défendre et d'accueillir ce partenaire. Ma ville est jumelée avec la ville de Netanya en Israël. Et aujourd'hui, le terrorisme, quel qu'il soit, qu'il s'appelle le Hamas, qu'il s'appelle le Hezbollah, qu'il s'appelle Daesh, qu'il s'appelle l'État islamique, qui ont frappé et qui ont fait 86 morts sur la promenade des Anglais à Nice, c'est le même terrorisme. Oui. Et défendre Israël, c'est nous protéger nous-mêmes. Tiens, à ce propos, je vais vous lire une phrase qui est une phrase, je vous dirai de qui elle est. Un jour, le nombre d'islamistes et de terroristes en Europe va exploser à cause de votre politiquement correct et de la lâcheté de vos dirigeants qui croient mieux connaître l'islam que nous. Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase ? Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Oui, mais je pense qu'ils sont aussi effrayés que nous ne le sommes par le terrorisme, parce que le terrorisme islamiste, ça n'est pas l'islam. Le terrorisme islamiste, c'est une action politique, tout simplement contre l'Occident, mais aussi contre des États qui veulent aujourd'hui construire avec nous un monde moderne, de tourner vers l'innovation, tourner vers une industrie qui fera avancer aussi la transition écologique, fera avancer la modernisation du 21e siècle et pourra nous aider à construire la paix dans des relations. Oui. Je vois aujourd'hui un grand nombre de pays du Moyen-Orient qui, naturellement, à nos côtés, voudraient voir l'Iran totalement neutralisé par rapport à l'Iran. J'allais y venir, la transition est toute faite. Vous avez vu cette étudiante qui s'est dévêtue en Iran. Quel courage. Quel courage. Vous savez qu'elle est doctorante en études en français et en littérature française. Je ne comprends pas aucune réaction, ni du gouvernement, ni du président de la République.
peu de politiques ont réagi, Christian Estrosi. Eh bien, vous avez la mienne. Vous avez la mienne où je dis on ne peut pas continuer à accepter qu'il y ait un régime des mollahs. Le régime des mollahs, de toute façon, il est sur sa fin. Vous vous rendez compte que ce sont le courage de ces femmes iraniennes qui, petit à petit, finiront par y venir au bout, après avoir eu tant d'entre elles qui auront été torturées, lapidées, pendues, etc., et dans une espèce d'indifférence d'un grand nombre de nos démocraties. Eh bien moi, ça me fait mal tout ça. Voilà pourquoi... Mais je n'entends pas le président de la République, je n'entends pas le Premier ministre. J'entends le Premier ministre dire des choses très fortes contre l'antisémitisme. Nous sommes naturellement dans un cadre où les discussions internationales et la diplomatie doivent jouer à plein, où nous avons des pays du Moyen-Orient qui aujourd'hui, petit à petit, en viennent à la raison en voyant les dangers qui pèsent à ne pas s'engager dans tout cela. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, voilà, quand je pense que c'est la France qui a envoyé en Iran l'ayatollah Khomeini il y a quelques années de cela, en Iran, et qui a légitimé un peu ce régime, quelque part j'ai honte à cette France-là, face à cette France-là. Et moi aujourd'hui, je dis, si la France retrouve une part de son honneur en contribuant à faire tomber le régime des mollahs, je ne pourrais que m'en réjouir. Un dernier mot, Kamala Harris, Donald Trump, pour qui voteriez-vous ? Ça changera rien. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis ont si peu, mais les États-Unis ont si peu de considération à notre égard. L'Europe est considérée comme une petite région au rabais, la France comme un pays du passé. Là, ce que je répondrai à Kamala Harris ou à Donald Trump ou aux Américains, c'est ayons le courage, nous Européens, Français, de relever la tête, de faire comme en 45, d'investir, de dire comme Mario Draghi le dit, mettons 800 milliards d'euros sur la table pour montrer que nous regagnons notre souveraineté et que nous allons livrer le combat pour ne plus avoir à subir cette politique américaine arrogante à notre égard. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir. Patrick Roger, juste après les informations de 9h.